Bonsoir à tous, je suis Cécile Escape, directrice générale d'Eduniversal. Alors Eduniversal, c'est une société qui a 30 ans bientôt et qui, dès sa création, s'est centrée sur la problématique de l'accompagnement des étudiants dans leur réflexion quant à l'orientation et plus particulièrement à leur choix de candidature et à leur montage de candidature pour réussir à intégrer des masters, mais aussi des bachelors, des MBA. Et c'est à travers toutes ces années de travail auprès d'étudiants et de cadres que l'on a ensuite décidé de créer des classements que certains d'entre vous ont entre les mains et qui font partie des outils que l'on met à disposition pour réfléchir à sa stratégie de candidature. Et c'est le thème de cet atelier aujourd'hui. Alors vous êtes assez nombreux et le temps est assez court pour qu'on fonctionne en atelier. Donc je vais essayer de réfléchir à quelques points à partager avec vous pour essayer de vous aider à répondre à la question du jour qui est liée à la stratégie de candidature. Alors j'ai souhaité, donc on travaille avec Doc Finance qui est un acteur clé sur la thématique finance et on a souhaité vous proposer cet atelier pour vous sensibiliser à l'importance de la stratégie de candidature. Les mots sont pesés, sont essentiels. Souvent, quand vous vous renseignez, vous vous précipitez sur des programmes, mais vous avez des questions, et puis souvent vous allez directement les chercher en regardant des programmes. C'est intéressant, c'est quelque chose qui doit nourrir votre démarche, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de questionnements qui ne sont pas forcément faciles, pas toujours très agréables à avoir, mais auxquels il faut passer il faut consacrer du temps. Donc c'est mon message aujourd'hui. Alors, une stratégie, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit bonne ? Déjà, il faut vraiment prendre la pleine mesure du mot stratégie. C'est-à-dire vous ne pouvez pas laisser, c'est mon premier conseil aujourd'hui, vous ne pouvez pas laisser au hasard les choix de candidatures que vous allez faire. Donc derrière ça, il y a le nombre de candidatures, il y a le ciblage, il y a le timing de candidature. Tout ça est très stratégique en fait. Et il faut vraiment ne pas laisser ça au dernier moment et essayer de calculer les choses au mieux. Alors parmi vous, lesquels envisagent de tenter des masters pour la rentrée prochaine ? Pas mal. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est alors est-ce que vous savez déjà pour quel programme vous allez être candidat ? Non. Est-ce que vous avez déjà identifié des programmes pour lesquels vous êtes sûr d'être candidat ? Non plus. Alors, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise, dans le sens où, dans votre cheminement, justement, dans cette stratégie, il va falloir petit à petit identifier des programmes que vous êtes sûr de vouloir tenter. À ce stade-là, peut-être que votre réflexion va vous amener à changer d'idée, mais je dirais qu'il faut petit à petit essayer d'être dans cette démarche de dire, tiens, ce programme-là, il est dans le top de ma liste. Donc, par rapport à cette stratégie, ce que je vous recommande, c'est d'exploiter vraiment un maximum de possibilités. Alors, je sais qu'une candidature, c'est du temps, c'est aussi de l'argent, parce que des fois, on vous demande de passer des tests, on vous demande de vous déplacer, maintenant un petit peu moins, on va dire grâce au Covid, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent à distance, alors qu'avant, c'était pas le cas. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, vous arrêtez un peu trop tôt ou un peu mal votre stratégie. Alors là, pour le coup, vous semblez pas avoir arrêté de stratégie pour l'instant. Mais est-ce que, par exemple, certains d'entre vous ont déjà en tête un nombre de candidatures qu'ils vont faire ? Est-ce que vous savez à combien de programmes vous allez être candidat ? Pas du tout. Non, vraiment. Alors je vous pose cette question parce que certains se disent « Ah, il ne faut pas que je sois candidat à plus de 3 programmes, ou 4 programmes, ou 2 programmes. » Ce n'est pas forcément une bonne manière d'aborder les choses. Ce qui est important, c'est la diversité de cibles, la diversité de thématiques pour laquelle vous allez vous porter candidat. Et je dirais que, je vais vous en reparler un petit peu après,
Il y a cette dimension de gestion du risque qui est importante. On parle de stratégie, donc on est en train de réfléchir à une manière de positionner son risque. Et dans votre stratégie de candidature, il faut avoir un portefeuille assez large, des cibles ambitieuses, des cibles peut-être un peu plus réalistes, et puis des plans B ou des plans C qui vont être peut-être une manière différente d'y arriver, une manière d'y arriver peut-être en 2 étapes. D'accord. Donc, est-ce que cette notion, est-ce que vous aviez, est-ce que vous aviez le mot stratégie en tête par rapport à vos candidatures, ou est-ce que c'est plutôt pour vous un peu le hasard qui semble dicter tout ça, ou est-ce que c'est qui a dans sa tête une façon très calculée d'aborder le sujet? Ça vous laisse un peu silencieux. Par rapport à ce premier point sur stratégie versus hasard, je voulais aussi vous sensibiliser sur la nécessité de hiérarchiser en fait vos démarches. Donc ce que je vous conseillerais, un petit point pratique, j'essaie de vous donner à chaque fois un petit point de pratique, c'est d'être organisé. Donc voilà, parce qu'une stratégie, ça s'organise. Donc ne vous limitez pas dans ce sur quoi vous vous renseignez. Ça, c'est très important. Plus on se renseigne largement, mieux c'est. Maintenant, plus on a le choix, plus on panique aussi. C'est humain. C'est-à-dire que j'ai récemment écouté un coach sur le sujet. Et c'est vrai que quand on est face à un menu et il y a plein de plats qu'on aime, on est en panique, on ne sait pas quoi choisir. Par contre, on a un menu et il y a un plat, c'est vraiment le truc qu'on adore. Si le reste n'est pas bon, on s'en fout. En fait, on est super content parce qu'on a trouvé un truc qui nous plaît. Et ça, c'est apparemment, selon les experts, une démarche très humaine. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile de se mettre en situation soi-même d'inconfort, de se dire « Ah ouais, j'ai tous ces choix et j'adore tout ça ». Je sais, j'ai parlé un petit peu à certains d'entre vous et certaines, je sais que quand on est intéressé par pas mal de choses, la liste de toutes les potentialités est longue et peut être vraiment inquiétante, stressante. On se dit waouh, comment est-ce que je vais arriver à shortlister tout ça? Mais c'est pas grave. Parce que ce travail-là, si vous le faites bien, va nourrir votre réflexion. Mais c'est forcément, vous devez passer par une phase un peu inquiétante que vous allez devoir après dépasser. Et donc la stratégie, la difficulté dans cette stratégie, ça va être d'affiner et de hiérarchiser ces priorités-là. Donc mon conseil, c'est d'avoir un document, un tableau Excel, un outil que vous choisissez dans lequel vraiment vous faites l'inventaire de tous les programmes qui attirent votre attention et vous essayez vraiment de tous les lister, de mettre aussi les dates limites ou les sessions de candidature auxquelles vous projetez de présenter ces programmes. En tout cas, les dates de sessions qui existent, les sessions auxquelles vous pensez pouvoir, plutôt tenter ce programme ou pas, et ensuite essayer d'être très synthétique sur les points clés qui tout de suite en fait ont attiré votre attention, ont fait que tiens, ce programme, il y a quelque chose qui m'intéresse. Ça peut être un cours, ça peut être un prof, ça peut être un échange qui est proposé, mais ça sera vous obliger à cet exercice-là, sera quelque chose qui va aussi vous aider à prendre conscience des critères qui sont importants pour vous ou pas dans ce choix. Donc, il faut être très organisé, tenir cet inventaire-là, et cet inventaire, il va évoluer au fur et à mesure de vos recherches, parce que peut-être que vous aurez mis une dizaine de programmes, puis en découvrant d'autres, vous allez en enlever certains, vous allez aussi faire bouger cet ordre des priorités. Cet ordre des priorités, à vos souhaits, il est important parce qu'il va aussi déterminer le niveau on va dire, de priorité que vous allez donner à chacun des programmes, c'est-à-dire vous allez, imaginons, les programmes que vous allez mettre en plan A, c'est-à-dire c'est vraiment les programmes qui tiennent à cœur, il va falloir absolument les tenter le plus tôt possible. Donc privilégier les premières sessions, si c'est des candidatures tout au long de l'année, même si elles clôturent en juin, être candidat le plus tôt possible, parce que ce sont des programmes qui sont dans vos priorités. Et ça, il faut que ce soit très clair pour vous, il va falloir vous mobiliser, et pas vous disperser, vous mobiliser selon les critères de prédilection, les critères importants pour ce cursus-là. Ceux qui seront
seront en plan B, bah, vous allez vous en occuper dans un deuxième temps. Parce que si vous vous dispersez, vous allez diviser vos forces, et les critères ou ce qui peut faire la différence dans tel ou tel programme par rapport à votre parcours initial ne vont pas forcément être les mêmes. Imaginez que vous soyez un athlète et que vous soyez en train de vous préparer à différentes disciplines de l'athlétisme. Eh bien, il va falloir quand même travailler spécifiquement certaines épreuves si vous voulez vous donner les chances de les passer. Et même si vous êtes candidat à des programmes qui peuvent sembler similaires, qui dans nos classements sont classés dans la même catégorie, qui sont peut-être même classés à peu près au même niveau, ben, chacun a sa spécificité, a sa culture, a sa sensibilité. Et il peut y avoir justement là des éléments qui vont être clés pour vous différencier. Donc, il ne faut pas aborder ça de manière standard. C'est la problématique dans cette stratégie, c'est qu'il faut avoir une bonne stratégie globale, mais il faut aussi avoir une stratégie spécifique par rapport à chaque programme. Et ça, vous ne pouvez pas gagner toutes ces batailles en même temps. Vous ne pouvez pas être sur 50 champs de bataille en même temps. Le deuxième point important, c'est on parle d'une stratégie de candidature, et quand on parle de stratégie, c'est parce qu'il y a un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pas de rentrer en master. L'objectif, c'est l'objectif professionnel. Le master est un moyen pour doper, on va dire, vous faire gagner du temps, vous faire gagner de l'assurance, vous faire gagner de la crédibilité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, dans tel ou tel domaine. Parce que des fois, on fait des masters dans des domaines dans lesquels on aurait peut-être pu quand même arriver à être formé autrement, ou il pourrait y avoir eu d'autres chemins. Mais donc l'idée, c'est d'aller aussi chercher dans le master vraiment le maximum de valeur ajoutée par rapport à un objectif que l'on se donne. Cet objectif-là, souvent, il vous inquiète. J'ai parlé avec pas mal d'entre vous, bon, certes un peu rapidement, mais certains d'entre vous ont des projets très précis, d'autres pas du tout. C'est pas un problème. Hein. La seule chose, c'est que votre stratégie ne va pas être la même. Si vous savez déjà de manière certaine, affirmée, parce que vous avez fait des stages, que vous avez eu des cours, que vous avez pu vraiment confirmer ce choix, que vous voulez faire du contrôle de gestion, bah go, on sait si vraiment vous avez fait tout ce cheminement. Maintenant, si vous hésitez avec autre chose, ce n'est pas un souci. Par contre, votre stratégie de candidature, il va falloir l'adapter à cela. Et est-ce que, là aussi, c'est un mécanisme que je vois souvent. Souvent, vous vous dites, il faut que j'ai fait des choix définitifs. Donc là, je parle même en termes de projet, alors que vous êtes à un stade où vous devriez encore être en train de vous informer sur un maximum de choses. Donc, souvent, vous fermez vous-même beaucoup de portes. Et c'est là où, pourquoi vous faites ça? Parce que c'est souvent rassurant que de n'avoir qu'un objectif. C'est souvent, cette démarche, elle est aussi assez inquiétante que de se mettre en danger, de se mettre dans le doute. Et souvent, on veut un peu trop rapidement dire bon bah ok, c'est bon, allez, hop, je tranche et je pars là-dedans. Donc ça, c'est pas forcément bon dans l'absolu, même à court terme, à plus long terme encore moins, mais même à court terme, parce que ça peut tout à fait se sentir dans la candidature que vous allez défendre. Ce qui peut se sentir, c'est le fait que vous n'êtes pas là suffisamment en conscience et avec un projet vraiment mis à l'épreuve des faits et réellement défendu. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous pensiez à cet objectif professionnel. Alors, un objectif professionnel, c'est quoi? C'est pas un plan de carrière, c'est une priorité d'envie et de besoin. D'accord? Donc, si on a déjà... alors, peut-être là, dans l'Assemblée, lesquels d'entre vous ont déjà un projet professionnel relativement clair? Vous voyez que vous n'êtes pas si nombreux. Et c'est pas grave. Hein. Par contre, ceux qui ont un projet... combien d'entre vous sont complètement dans le flou? Ou plutôt dans le flou? Voilà, il y en a quelques-uns, il y en a à peu près autant. Et entre deux, il y a la majorité qui hésite peut-être entre une ou deux pistes, ou entre trois, ou a une piste en tête, mais cette piste, elle est très large. Donc, ne soyez pas complexés par ça. C'est la réalité. C'est aussi le monde d'aujourd'hui qui nous offre finalement beaucoup d'options.
et c'est plutôt censé être une opportunité, mais c'est pas toujours un cadeau à vivre. Et cela, en fait, vous allez en faire une opportunité si vous avez un rôle beaucoup plus actif, beaucoup plus dynamique par rapport à cela. Alors, la démarche, donc le deuxième point, ce sur quoi je veux insister, c'est que premier point, faites un inventaire de tout ce que vous identifiez comme formation et essayez de comprendre pourquoi ces formations attirent votre attention et soyez honnête vis-à-vis de vous-même dans les critères qui font que ce programme vous attire. Deuxièmement, sur le projet professionnel, donnez-vous vraiment les moyens de creuser les choses. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment se confronter à des réalités. Donc, essayez de casser vos a priori. Par exemple, certains que j'ai croisés tout à l'heure me disent « Ah, moi, non, mais je veux plutôt faire de la finance d'entreprise. » Mais ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour moi quand je réponds ça à quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai en tête? Quelle image j'ai en tête? Comment est-ce que je me projette? Et pas forcément dans quel détail de poste, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais dans les représentations mentales ou les expériences que vous avez à ce moment-là. Mais c'est important d'essayer vraiment de donner forme à cela pour prendre conscience de ce qui vous amène à prendre un chemin. Parce qu'on ne vous oblige pas suffisamment à passer du temps sur ces points-là. Et en formalisant vous-même les choses un peu plus, vous allez aussi réaliser et vous allez être beaucoup plus fort et convaincant. Et vous allez de vous-même plus répondre « je veux faire de la finance d'entreprise ». Vous allez répondre « je veux faire ci et ça et pour telle raison et parce que et je m'appuie là-dessus pour faire ça ». Naturellement, en fait, vous allez défendre et expliquer votre point de vue et ça, c'est très important. Donc, le deuxième point, vraiment, c'est même si vous êtes déjà avancé dans vos études, vous obligez à un certain temps dans la semaine, alors ça peut paraître un peu excessif, mais vous dire, tiens, chaque semaine, dès maintenant, il faut que je m'oblige pendant 1 heure, 2 heures à essayer de comprendre, en fait, c'est ça le mot, essayer de vraiment comprendre certaines réalités professionnelles et ne pas rester sur une lecture très superflue des choses. On est vraiment assailli d'informations et donc l'enjeu, c'est de la trier et de la comprendre, cette info. C'est pas de l'obtenir. Donc ça, qu'est-ce qui peut vous amener à rentrer dans cette dynamique-là beaucoup plus active face à cette info, c'est notamment d'être présent sur des événements comme ça. Vous allez rencontrer des gens, vous allez entendre des choses, on va vous suggérer des questions et vous allez rentrer dans une démarche beaucoup plus qualitative vis-à-vis de l'information et votre projet, il va s'affiner. Vous n'allez peut-être pas déterminer d'ici 1 mois ou 2 clairement un plan de carrière, c'est pas le sujet. Mais si vous rentrez dans cette démarche, rapidement, vous allez vous rendre compte que vous y voyez plus clair en fait. Ça ne veut pas dire que vous voyez le détail du bout du tunnel, mais vous y voyez plus clair et ça va se sentir dans votre démarche et ça va aussi impacter votre stratégie de candidature parce qu'elle sera beaucoup moins à l'aveugle que malheureusement je constate encore beaucoup. Moi je demande toujours aux étudiants, même a posteriori, pourquoi est-ce que tu as candidaté, enfin, tu es dans tel cursus actuellement, ok, et à quoi tu avais candidaté et pourquoi et on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de hasard. Donc essayez de vous donner les moyens de laisser moins la part au hasard et ça c'est vraiment entre vos mains. Parce que on a l'impression qu'on subit ces choses-là, mais bien sûr qu'on va vous sélectionner ou pas, donc vous êtes tributaire d'un jury, d'un processus de sélection, mais qui est énormément influencé par tout ce que vous allez faire avant. Et ça, vous en avez la maîtrise, et vous pouvez énormément avoir d'incidence sur ce qui va se passer. Donc ne soyez pas fataliste, c'est un autre de mes points importants sur ce sujet-là. Votre stratégie, pour être gagnante, elle doit être audacieuse, je vous l'ai dit. Il ne faut pas, imaginons des catégories. Mon plan A, c'est vraiment les programmes que j'aimerais atteindre dans l'idéal. Plan B, un point. Puis les plans C, je serais bon, ok, j'avancerai dans mon projet, mais c'est moins intéressant pour moi d'y aller. Les plans A, il ne faut pas les écarter. Moi, j'ai certains étudiants qui sont tout à fait capables et qui me disent « Ah non, mais ça va être trop dur, j'y arriverai pas, je laisse tomber ». Essayez d'avoir au moins un objectif A dans votre stratégie. Pourquoi? Parce que si ça ne marche pas, le non, vous l'avez déjà. Donc, à part un peu de temps et vous aurez perdu peut-être aussi un peu d'argent, mais si vous en tentez qu'une, ça reste gérable de candidature. Mais si elle marche,
bah waouh, voilà, vous aurez vraiment gagné. Donc donnez-vous l'opportunité de gagner. Et souvent, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Et donc mixer cette audace et cette gestion du risque avec justement ce plan. Et j'insiste parce que souvent, y a des critères qui ne sont pas les bons qui amènent à ce qu'on soit candidat ou pas d'un programme. Ça va être « Ah, la date ne me va pas » ou « Ah, il y a tel test, ça me fait peur » »,« Ah, j'ai mon voisin qui n'a pas été pris, bah, du coup j'abandonne ». C'est des critères qui ne sont pas bons du tout en fait. Donc, si vous avez fait vraiment ce travail depuis le début, vous n'allez pas laisser tomber ou abandonner une candidature pour des mauvaises raisons. Hein, et c'est ce que je veux vous dire. Ensuite, cette stratégie de candidature, elle doit être agile, elle doit permettre d'accueillir les opportunités. Imaginons quelqu'un qui est venu à cet événement, il avait déjà 2-3 idées en tête, il est déjà ou même sûr d'être candidat. Et bien peut-être qu'il va découvrir un programme qu'il ne connaissait pas ou le découvrir sous un autre angle. Peut-être qu'il l'avait vu sur Internet et là, il a rencontré des gens, il a parlé au directeur de programme, il a réalisé certaines choses. Et du coup, ce programme, il faut le remettre dans le jeu, il faut le remettre dans l'étude, dans l'analyse, et dire tiens, du coup maintenant je le remets dans la liste et je vais le comparer. Peut-être qu'au final je ne serai pas candidate pour ce programme, mais je lui redonne l'opportunité. Donc je vous dis ça aussi parce que souvent je vois des étudiants qui arrêtent trop tôt la liste en disant non mais moi ça y est c'est bon, je me suis dit j'arrive à Noël, j'arrête tout, j'ai décidé, je me suis dit voilà le 24 décembre j'ai choisi la liste des programmes pour lesquels je suis candidate et puis c'est tout. Mais vous pouvez pas. Alors, vous pouvez vous dire dans votre tête, je m'oblige à avancer et je me mets des deadlines pour statuer de certaines choses, mais jamais fermer complètement la porte à des opportunités. C'est vraiment dommage de faire ça. Parce que ça vous coupe de plein de choses et surtout parce que jusqu'au bout, moi je vous recommande de garder cette dynamique parce que en fait, il y a certains entretiens peut-être que vous n'allez passer que dans 3, 4, 5 mois et si vous avez arrêté toute démarche dans votre réflexion depuis 3-4 mois, vous serez beaucoup moins convaincant que si vous avez continué à nourrir la démarche que je vous ai décrite et que je vous recommande d'avoir et ce qui va vous permettre en fait vraiment d'être encore plus convaincant et d'avoir exploité tout ce temps-là pour augmenter vos chances. Et enfin, vous mettre dans une position de combattant. Alors, je sais que c'est un lexique un peu difficile et puis peut-être fatigant à entendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez réussir, il faut vous armer correctement. Et vous armer correctement, ça veut dire vraiment ne rien laisser au hasard parce que c'est toute une palette en fait, d'outils qui va faire que ça marche. Donc, ça veut dire que vous devez soigner votre profil LinkedIn. Vous devrez soigner vos démarches vis-à-vis du professionnel, comme le fait de venir à ces salons, aller sur des salons professionnels, aller sur des masterclass. Beaucoup d'écoles vous proposent des masterclass, allez-y. Tout ce qui va vous permettre de vraiment rencontrer les gens en situation. Et tout cela fait partie des outils qui vont vous permettre de gagner et d'être convaincant. Alors on est très timé, j'ai essayé d'être concise et on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Donc c'est un peu dur l'exercice parce que je vous donne des choses assez larges. On a peut-être quelques minutes pour 2-3 questions. Voilà, donc on a commencé un peu en retard, du coup on essaie de faire vite. Est-ce que vous avez des questions sur cette stratégie? Qu'est-ce qui vous inquiète peut-être par rapport à cette stratégie de candidature? Peut-être pour vous, quelles sont les contraintes les plus importantes au moment de réfléchir à votre stratégie de candidature? Moi, dans les retours que j'ai beaucoup de personnes qui peuvent avoir comme critère le coût des candidatures. Ça existe. Donc ça, je dirais qu'il faut vraiment hiérarchiser, bien travailler sur votre catégorisation de cibles par rapport à ce que je vous ai dit et essayer de ne pas... voilà. Après, il faut aussi en parler avec les établissements parce que des fois, il peut y avoir des aides ou il peut y avoir des solutions pour ne pas avoir de frais de dossier. Enfin, voilà. En tout cas, ça se demande. Vous ne perdez pas grand-chose à demander. Sur les tests aussi,
là aussi, il faut toujours aller à la source. Vous êtes peut-être rendu compte, mais voilà, moi j'ai eu le cas tout à l'heure, voilà, d'une étudiante qui va être candidate, et en posant la question très concrètement de ah mais du coup à tel test quels sont les critères, ah bah le test finalement il est plus obligatoire, et puis finalement le niveau minimum exigé est plus bas que celui auquel elle s'attendait. Donc, toutes ces questions-là, il faut les poser de manière très concrète. Dans les écoles, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider, écoles et universités, qui sont là pour vous aider dans votre candidature. Donc, osez poser les questions, osez être en contact direct avec eux en amont, parce que ça montre que vous êtes quelqu'un qui veut bien faire, qui est dans une motivation, qui est dans un rapport sérieux à sa candidature et qui donne du temps. Des questions avant qu'on laisse la parole à l'atelier suivant? Oui? Bonjour, je suis Blim Bakoula, étudiant Master 2 Gestion de patrimoine. Ma question est un peu très pro, enfin basée plus professionnelle. Vous avez parlé tout à l'heure du choix de la filière. Je pense que ce n'est pas assez simple, quelque part, de choisir ce qu'on veut faire, parce qu'il y a beaucoup d'influence de l'environnement, parfois des parents même. Et parfois même, on fait un choix simplement basé sur plus ce que l'on doit gagner comme argent que sur ce qu'on aime vraiment. Et au parcours des formations, je prends un étudiant qui vient de commencer, qui est en bac plus 1. Prenons un cas, il va en compta. Après la compta, il se rend compte qu'il n'apprécie pas trop. Et il y a un peu ce genre de changement de formation, ainsi de suite au niveau de son cursus. Arrivé à bac plus 5, par exemple, il vient se rendre compte, bah, moi, je veux faire tel truc. Et à ce moment-là, comment il s'y prend au niveau professionnel, je veux dire? Parce que quelque part, tout ce qu'il a fait comme background, ce n'est pas lié à ce qu'il fait maintenant, plus tard, à ce qu'il s'est rendu compte comme filière plus tard. Il s'est rendu compte peut-être qu'il appréciait beaucoup plus être au contact des clients, être au contact des gens et être focus avec un ordinateur, etc. Ce n'est pas vraiment ce qu'il apprécie. Qu'est-ce qui se passe pour cet étudiant-là, quelque part, pour rentrer dans le monde professionnel? Alors, c'est un étudiant qui réalise en fait qu'il ne cadre pas avec les métiers pour lesquels il a été préparé, et qu'il le réalise alors qu'il a fini son master ou qu'il n'est pas encore rentré. Pour vous, il a fini son cursus d'études. C'est ça. Alors là, c'est une question plus d'insertion professionnelle et de recadrage en début de carrière. Alors, tout dépend le contexte dans lequel il est. Il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités d'évoluer dans certains types de structures. Donc ça, dans ce cas-là, la première chose à faire, vous me parlez de quelqu'un qui est en poste. Donc c'est de voir avec lui, avec sa hiérarchie, son entreprise, quelles sont les possibilités d'évolution. Ça peut être plus lent, en effet, et donc c'est à jauger, on va dire. Mais il faut vraiment en parler d'abord en entreprise, parce qu'il peut y avoir des possibilités de mobilité que la personne ne soupçonne pas, comme il peut y avoir des passerelles entre cursus que vous ne soupçonnez pas. Et donc il faut toujours soumettre la problématique pour voir ce qui peut exister. Et c'est la même chose dans l'entreprise. Ensuite, cette personne, l'autre option qu'elle peut avoir, c'est de revenir à la formation. Et donc de faire, c'est un phénomène que l'on voit, par exemple, nous on avait beaucoup en consulting des ingénieurs qui avaient fait des choix et qui se retrouvaient dans des métiers très techniques, très fermés, et ça ne leur correspondait pas. Et là, c'est vrai que le retour à un master, notamment les masters spécialisés, qui impliquent finalement quelques mois de cours, sont un bon investissement, parce que ça permet de repartir dans une nouvelle direction. Parce que c'est pas forcément facile de changer de cap quand on est dans un contexte. Et le master peut être une solution pour accélérer ce changement de direction, premièrement, auquel on aurait pu prétendre, mais avec beaucoup plus de temps ou beaucoup plus de risques. Ça, c'est une première chose. Après, il y a le fait aussi qu'il y a des revirements de situation, des virages qui sont
beaucoup plus compliquées et quasiment impossibles à prendre si on ne passe pas par la case formation. Donc oui, dans ce contexte-là, la formation peut être aussi une solution. Ensuite, il y a aussi beaucoup de formations qui ne sont pas aussi engageantes que celles d'interrompre vraiment son cursus et de repartir sur un programme complet. Et là aussi, n'hésitez pas à solliciter les formations. Je parlais tout à l'heure avec une dame qui est en reconversion et qui s'intéressait au domaine commercial, du développement commercial. Oui, les masters peuvent être une solution pour elle, mais il peut y avoir aussi, il faut demander à ces mêmes masters, notamment ceux qui sont classés comme les meilleurs dans un domaine, s'ils n'ont pas d'autres modules plus courts de formation. Et il peut y avoir une solution plus en module formation continue qui s'offre à eux. Mais l'idéal, c'est de ne pas être dans la situation de ce jeune professionnel qui découvre sur le tas que ça ne va pas. Et plus alors, faut pas compter que sur les stages ou les jobs pour ça. Il faut vous forcer, ça je vous dis, à avoir dans votre emploi du temps pour être confronté le plus possible à des réalités, pour après réaliser à quel point tel contexte de travail, telle façon de travailler, telle culture d'entreprise et vous convient le mieux, et aussi ce dans quoi vous sentez le plus à l'aise et vous arrivez à donner le meilleur de vous-même à ce moment-là de votre vie professionnelle, parce que ça va aussi bouger. Et cela, ça passe par ne serait-ce que des masterclass qui peuvent vous faire réaliser certaines réalités et vous poser des questions. Et c'est pour ça que je vous disais vraiment, prenez une part active dans tout cela et mettez-vous au centre, soyez vraiment l'acteur principal de votre stratégie de candidature et globalement de vos choix. Parce que c'est en faisant tout cela, mais en vous questionnant, par exemple là, après cet événement, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai appris sur les formations, mais aussi sur moi-même, finalement, à quoi je suis sensible, qu'est-ce qui m'a donné le plus envie, pourquoi ces choses-là m'ont donné envie, quels sont les parcours que j'ai entendus qui m'ont inspiré, pourquoi est-ce que ça m'inspire. Et plus vous êtes dans ce questionnement-là, qui n'est pas simple, qui n'est pas toujours agréable, et plus vous réussirez, et plus vous serez convaincant, parce qu'un directeur de programme, ce qu'il veut en face de lui, c'est quelqu'un qui s'est posé les questions, qui n'a pas forcément répondu à tout, mais qui, en répondant à certaines, a eu envie d'être en face de lui et de le convaincre de le prendre. Et c'est là, en fait, qu'on fait toute la différence. Ce qu'un directeur de master, et peut-être la personne qui anime l'atelier suivant vous en parlera, puisque je pense que c'est sa position, ce qu'il attend, c'est avoir des personnes qui sont dans un cheminement, qui se sont posées des questions, qui se sont donné les moyens de trouver des réponses et qui expliquent pourquoi ils ont envie d'être là, formés par ces personnes, dans ce contexte, avec telle autre personne, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ces compétences à ce moment-là, pourquoi ils ont envie de les acquérir. Et c'est comme ça que vous arrivez à être convaincant. Bonne chance à tous. Merci d'avoir participé à cet atelier. À bientôt.